Au nom des 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette édition du Bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, dans l'Anneau d'hier, l'Association forestière propose un programme de 7 cours destiné aux élèves du secondaire et intitulé « Voyage au cœur de la forêt lanaudoise ». À Saint-Alexandre-des-Lacs, le mathapédien d'origine marocaine, Rachid Anis, fait le point sur le séisme qui a secoué son pays d'origine le 8 septembre dernier. À Montmagny, c'est le 14 octobre prochain qu'aura lieu la 6e édition de la Grande Marche. À Vaudreuil-Soulanges, une soirée drag queen et karaoké offerte et organisée par la municipalité. Au village de Les Hauteurs, on inaugure un bronze en hommage à l'homme fort Jean-Christophe Caron. À Sainte-Anne-des-Monts, le chanteur Joseph Stéphane souligne ses 40 ans de carrière. À Saint-Gabriel de Brandon, les Loups de la Ligue de hockey senior élite entreprennent la défense de leur titre. À Baie-Saint-Paul, on accueille les anciens Canadiens pour souligner l'ouverture de l'aréna franchement rénovée. Mais pour commencer, on se rend tout de suite à la télévision du Rocher-Percé où, en compagnie de Thierry Haroun, on va faire une tournée des actualités de la région. Thierry, bonjour. Bonjour à vous. Thierry, vous avez d'abord cette semaine rencontré le maire de Grande-Rivière, qui est M. Gino Cyr. Qu'est-ce qui se passe à Grande-Rivière? Alors, le maire, lors de la dernière séance municipale, était question de trois sujets principaux. La zone d'économie bleue, d'abord, qui est une zone d'innovation qui englobe l'ensemble du monde marin sur le plan de la recherche, de la science, des ressources halieutiques, les infrastructures. Bref, c'est un projet de plusieurs millions de dollars qui va voir le jour, qui est entamé, mais qui va voir le jour dans les prochaines années, et qui est au centre du développement économique de Grande-Rivière en ce moment, qui est un des fers de lance de l'économie de Grande-Rivière. Thierry, dites-moi, est-ce que ce projet est en lien avec l'Institut océanographique de Rimouski? Il y a une collaboration avec des peut-être pas océanographiques, mais il faudrait vérifier, mais j'ai l'impression que c'est avec l'IML plutôt. Comme deuxième thème, là, parce qu'il y a un projet majeur du côté de Grande-Rivière, mais qu'est-ce qui se passe là, du côté de Gaspé, puisque vous avez rencontré également le député là-bas? Oui, alors, le député Stéphane Sainte-Croix mise sur projet de chemin de fer, c'est-à-dire qui relierait Gaspé à Port-Daniel. Il y a un investissement de 35 millions de dollars qui a été annoncé pour s'assurer que le train se rende à Gaspé d'ici la fin de 2026. Oui, parce qu'on sait qu'en Gaspésie, il y a une forte mobilisation pour garder votre train comme tel. On travaille fort là-dessus. Absolument. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'investissements. On parle de dizaines de millions de dollars. Le gouvernement souhaite, enfin les autorités gouvernementales souhaitent que ce soit complété d'ici 2026. Tout le monde se croise les doigts. Beaucoup y croient, et dont le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, qui mise sur ce transport qui serait complémentaire à l'autobus, et bien évidemment à la voiture et au service aérien. Donc, est-ce qu'on sait exactement à quoi serviraient les 35 millions? Oui, ce sont le 35 millions qui a été annoncé. C'est un tronçon très circonscrit entre Gaspé et Port-Daniel. Donc, on va rénover ce tronçon. En tout cas, on souhaite le faire d'ici, vous m'avez dit, 2024? 2026. 2026. Et qu'est-ce que c'est que le lien avec le transport en commun? Comment on veut agencer ces deux modes de transport? Ben, en fait, c'est s'assurer que les Gaspésiens aient un choix de transport. C'est-à-dire que s'il y a pas de... Voilà, c'est un service de transport de plus. On sait que il y a l'autobus, mais c'est le service qu'ils ont, c'est pas toujours à la hauteur des attentes. Il y a le service aérien qui est pas toujours qui répond aux attentes au niveau souhaité. Et maintenant, le train viendrait à titre de complément. C'est un service de plus pour se rendre dans la région et la quitter. Bien, souhaitons-le. Dans les autres thèmes d'actualité, il y a un programme qui veut favoriser la récupération des matériaux lorsqu'on déconstruit des bâtiments. Pouvez-vous m'en dire plus long? Oui, alors, c'est un projet pilote de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie-les-Îles qui a pour projet pilote, qui a été entamé au cours de la dernière année,
c'était plutôt que de démolir les bâtiments puis envoyer les matériaux donc à la casse, c'est tout simplement déconstruire et se servir de ces matériaux-là, que ce soit pour la vente à des citoyens ou à d'autres constructions de bâtiments. Et ce qu'on réalise, les résultats démontrent qu'on parle d'un taux de réemploi. On parlait de réemploi. Oui. Allant de 4 à 70% selon les bâtiments qui ont été déconstruits. Donc, voilà. Il y a vraiment des différences quant aux matériaux qui ont été utilisés au niveau de la construction, oui. C'est ce que je comprends, là. Et ça renvoie à l'économie circulaire, en fait. Donc, comment récupérer des choses qui ont déjà été utilisées et les remettre dans la boucle de la consommation? Oui, voilà, c'est extraordinaire parce que ça vient démontrer que un matériau noble peut durer beaucoup plus longtemps que prévu. Exactement. Parlant d'avoir plusieurs vies, il y a beaucoup d'immigrants également dans votre coin de pays, en Gaspésie, qui viennent, on parle de nouvelles vies, mais qui viennent en tout cas ouvrir de nouveaux chapitres de leur vie en immigrant chez nous. Et vous souhaitez, en Gaspésie, faire un meilleur accueil à ces nouveaux arrivants. En fait, c'est un organisme ici qui s'appelle le Réseau de développement social Rocher-Percé qui a organisé tout récemment ce qu'on appelle un apéro avec les nouveaux arrivants. Et dans ce nouvel apéro, ça permet d'inviter les nouveaux arrivants, créer des échanges, créer des liens, s'assurer qu'ils aient l'information pour mieux s'intégrer à la société à travers quelque chose de très convivial. Alors, j'ai eu l'occasion de couvrir cet événement et qui était très instructif. D'abord, il y avait des nouveaux arrivants sur place à qui on a pu parler, bien sûr. Et il y en avait une avec qui j'ai parlé qui travaille désormais à l'hôpital de Chandler ici. Alors, voilà autant de main-d'œuvre qui vient dans la région, qui vient donner un coup de main à notre économie. Une question, est-ce que vous avez chez vous des endroits où loger les nouveaux arrivants? Parce que c'est un problème qui se pose dans plusieurs régions du Québec. Oui et non, c'est-à-dire que pour un nouvel arrivant qui doit venir dans la région, évidemment, ça peut devenir un chemin de croix. C'est-à-dire que c'est pas évident. C'est un enjeu majeur. D'ailleurs, on a parlé largement avec les élus. C'est une des grandes priorités des élus de la Gaspésie-les-Îles. La construction de logements abordables et logements en général. Oui, c'est difficile pour un nouvel arrivant et il faut qu'il s'y prenne de bonne heure pour trouver un logement et les organismes qui reçoivent ces nouveaux citoyens font des pieds et des mains aussi pour tenter de leur trouver une solution. Pour terminer ce tour de votre région, Thierry, j'aimerais savoir, est-ce qu'on doit s'inquiéter sur l'accès aux services d'avortement dans votre région? Non, pas vraiment. En fait, je travaille présentement sur un reportage sur l'accès à l'avortement dans la région. Ce qu'on y apprend, c'est que dans la région ici, c'est que pour qui veut se faire avorter, il y a un service qui se donne à Gaspé allant jusqu'à 12 semaines et 6 jours de grossesse, à défaut de quoi il faut quitter la région. Aux Îles-de-la-Madeleine, c'est 16 semaines. Évidemment, il y a la pilule abortive qui va jusqu'à 9 semaines. Ce que j'ai pu obtenir comme chiffre également de la part du CIS de la Gaspésie, c'est que il y a eu en 2018 56 IVG, en 2019 81 et en 2020 84. Ce que je retiens dans ces entrevues que j'ai eues, et ça a été dans le cadre d'un dîner de discussion organisé par la table des groupes de femmes de la Gaspésie-les-Îles et un autre organisme qui était très instructif. J'ai eu l'occasion d'y être à titre d'observateur. Les entrevues que j'ai fait à la suite de cette discussion ont laissé entendre que quand même, dans une région comme la nôtre, il y a des filles, il y a des femmes, en fait, qui décident de se faire avorter ailleurs parce que c'est des fois délicat d'aller à l'hôpital quand on connaît l'infirmière ou le médecin. C'est toujours dans des milieux où tout le monde se connaît, c'est plus délicat. Donc, c'est une des observations qui a été faite en entrevue et que les gens auront l'occasion de voir sur nos écrans. Bien, Thierry Haroun, merci pour cette tournée des dossiers chauds dans votre coin de pays.
Et je vous remercie, Thierry, de la télévision du Rocher-Percé. Merci beaucoup. Plaisir est pour moi. Daniel Yvon de CTRB nous présente une initiative de l'Association forestière de Lanaudière qui a développé un programme de 7 cours destiné aux élèves du secondaire. Caroline, merci de nous recevoir à l'Association forestière de Lanaudière. Et j'ai entendu parler qu'il y avait un super projet que je pense qu'il est un peu unique au Québec. Là. On entend. Peux-tu nous parler un petit peu de la prémisse de ce projet-là? Qu'est-ce qui a été fait à l'Association de Lanaudière? En fait, à l'Association forestière, on réfléchissait à un moyen de rejoindre les élèves du secondaire, qui était une clientèle qu'on allait visiter un petit peu moins. Et on s'est rendu compte que dans le programme scolaire pour les élèves de secondaire 1 et 2, il y avait un module sur le territoire forestier. Et là, au départ, on s'est dit on pourrait faire une activité d'une classe, d'une période pour ce module. Et en lisant le programme, on s'est dit, ben coudonc, ça touche vraiment notre mission d'éducation sur la forêt, tout le programme qui est un programme de 7 cours. Et on s'est lancé, on s'est dit, ben écoute, ça répond à notre mission éducative à l'Association forestière. Pourquoi ne pas développer un programme complet sur le module forestier? Et c'est comme ça qu'on a développé l'activité qu'on appelle Voyage au cœur des forêts lanaudoises, ou notre programme Territoire forestier, qui est un programme de 7 cours où on va voir les élèves du secondaire dans la région pour aborder le territoire forestier et toutes ses utilisations. Donc, le plein air, la foresterie, tout ça, et comment que tous les acteurs du milieu font pour profiter du territoire. Tu me mentionnais que tu avais choisi un territoire spécifique. Pourquoi avoir choisi ce territoire-là de Saint-Zénon? Oui, donc on a choisi d'explorer un peu plus en profondeur le territoire du parc régional des Sept-Chutes. Okay. Donc, dans ce parc régional, il y a eu des coupes forestières il y a quelques années. Et justement, dans ce parc, il y avait beaucoup d'acteurs sur ce territoire, sur le territoire forestier. On voulait faire des coupes forestières. Il y avait évidemment le parc régional des Sept-Chutes, c'est un organisme aussi de randonnée. Donc, beaucoup de sentiers de randonnée. Il y avait des nouveaux sentiers de randonnée qui étaient prévus aussi dans le même secteur où étaient prévues les coupes forestières. Il y avait des pistes de motoneige. Il y a aussi des pourvoiries aux alentours, donc de la chasse, de la pêche, des visiteurs d'un peu partout, du tourisme. Donc, on trouvait que c'était le secteur idéal pour présenter le processus d'aménagement forestier au Québec qui vise justement à harmoniser les différents utilisateurs de la forêt. Et ça a été une belle réussite à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on a choisi de l'étudier en profondeur avec les élèves pour qu'ils voient justement tout le processus. À la fin, vous espérez quoi? Que les étudiants, les jeunes, soient plus sensibilisés à l'importance de la forêt, créer des engouements pour des jobs futurs? Il y a sûrement une finalité avec ça, là. Absolument. Bien, en fait, première des choses, c'est d'expliquer la réalité du territoire forestier québécois. Donc, au Québec, on a une super belle forêt et il y a plein de gens qui sont intéressés à utiliser la forêt pour plein d'activités différentes. Donc, c'est de faire réaliser aux élèves que c'est pas que forestier, c'est pas que plein air, c'est pas que chasse et pêche, c'est tout ça ensemble et les différents acteurs doivent cohabiter sur ce territoire-là. Donc, on voulait faire comprendre aux élèves l'importance justement de collaborer avec des personnes avec lesquelles on n'a pas nécessairement d'affinité, mais qui ont tous la même passion, la forêt. Donc, c'était un peu ça la finalité, et effectivement de sensibiliser les élèves là, à la forêt, puis de les amener à voir un territoire de leur région au lieu de voir un territoire d'ailleurs dans le monde. La réaction au niveau de, justement, de ce territoire-là à Saint-Zénon et aussi des écoles, des commissions scolaires, là, Oui. Comment ça s'est passé? Ils ont été tout de suite enthousiastes ou a fallu vraiment que vous les sensibilisiez à cet aspect-là? Le programme est peu connu encore auprès de la auprès des commissions scolaires. On l'a développé en collaboration avec une conseillère pédagogique de la commission scolaire des Samars pour s'assurer que ce qu'on allait livrer correspond effectivement là, au programme, parce que les enseignants n'ont pas nécessairement le temps là, de faire des activités qui sortent du programme. Donc, on voulait vraiment que l'enseignant, une fois qu'il a vu le module, il peut passer l'examen avec les élèves, puis il a vu toute la matière nécessaire pour l'examen.
Donc, au niveau de la commission scolaire des SAMAR, évidemment, comme on a développé l'activité, ça a été plus facile, disons, d'aller chercher des classes. Et là, cette année, justement, là, on commence à aller plus dans la commission scolaire des affluents, qui sont les deux grandes commissions scolaires, là, je dirais les centres de services scolaires. On est habitué, moi, je comprends. Faut dire les centres de services scolaires, donc le centre de services scolaires des affluents qui est aussi sur notre territoire, donc on va le visiter cette année aussi, donc on est content, là, notre programme est en train justement là, de se propager dans les différentes écoles. En tout cas, félicitations, c'est une belle initiative. Sûrement, peut-être qu'au niveau de la province, un jour, vous servirez d'exemple. Absolument. On espère qu'éventuellement, dans toute la province, on puisse donner un programme avec des territoires forestiers de chacune des régions. Ça serait encore mieux. Bon, mais je te remercie. Merci. Bye-bye. Le séisme qui a ravagé le Maroc le 8 septembre dernier cause bien des émois chez nos compatriotes marocains. Et Marc Baudouin de la TVC Matapédia s'entretient avec le matapédien d'origine marocaine, Rachid Anis. Le 8 septembre dernier, un séisme a frappé le Maroc, causant plus de 2900 morts et 5600 blessés, en plus de dégâts matériels importants. Cette tragédie touche de près un matapédien d'adoption qui est originaire du Maroc, Rachid Anis, qui est conseiller municipal à la municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs, qui a accepté de nous rencontrer pour nous entretenir sur le sujet. Bonjour Rachid. Bonjour. Ça va bien? Comment ça se passe avec la situation? La situation, ça commence à se régulariser au niveau émotionnel. J'ai passé une semaine très intense émotionnellement. D'ailleurs, comme tous les Marocains du monde, on a vécu des moments difficiles. Surtout quand tu es un Marocain du monde et que tu passes sur place, c'est très difficile de suivre ça de loin. Et heureusement, l'impact n'a pas été si généralisé comme on l'attendait. Heureusement que les montagnes ont absorbé le grand choc. Et malheureusement pour les personnes qui sont décédées, qui sont blessées, qui ont perdu leur logement, leurs animaux, leur culture, ça nous touche tous. Ouais. Parce qu'au Maroc, il y a une spécificité, c'est que c'est une famille élargie. On est éduqué et élevé comme une famille élargie. Le père, c'est le roi et les enfants, c'est le peuple. Alors ça nous a touché tellement tout le monde. Là. C'est pas seulement les habitants locaux, mais ça a touché tout le Marocain. Pas seulement au Maroc, mais dans le monde entier. C'est ça. Comme je le mentionnais, tu es originaire du Maroc, donc ta famille, tes amis, tes contacts, tu en as beaucoup là-bas. Oui. Tu t'es fait rassurant sur ta page Facebook en disant qu'ils se portaient bien? Oui. C'est toujours le cas? Oui, ils se portaient très bien, je suis content. Et moi, vendredi passé, j'ai fini le travail à 3h30 comme ça. Alors, j'ai pris mon téléphone pour voir ce qui se passe. Là, je vois la nouvelle. Je vois la nouvelle et c'était tellement stressant parce que l'impact du séisme, et pas seulement dans la région a été touché, mais dans tout le Maroc, tout le monde a ressenti ça. Il y a un séisme au Maroc. Il n'y a pas une place définie. Alors, j'avais peur de ma famille. J'ai eu pas de nouvelles jusqu'à minuit. J'arrive pas à avoir des nouvelles. Alors, j'ai passé une nuit blanche à attendre les nouvelles, regarder la TV, ce qui se passe et tout ça. J'étais vraiment à la recherche d'un billet d'avion pour partir le plus vite possible. C'était vraiment un stress. J'ai jamais senti un stress comme je l'ai senti cette journée-là. À 6h du matin, j'ai pu parler à ma mère. C'était le ouf de soulagement, que tout le monde est correct, tout le monde est à l'abri. Mais malheureusement, il y avait un impact qui était très solide, qui a touché beaucoup de populations. Alors, ça faisait mal. C'est ce que je comprends, c'est que tu as appris la nouvelle sur les réseaux sociaux, les bulletins de nouvelles. Oui, c'est les réseaux sociaux. En même temps que tout le monde qui ont appris les nouvelles. Oui. La Terre a arrêté de tourner pour moi à ce moment-là. Oui, parce que là, c'est toutes les interrogations. Est-ce qu'ils sont corrects? Puis plus le temps avance, tu n'as toujours pas de nouvelles, tu dois penser au pire. Oui, j'ai pensé au pire. J'ai commencé même à penser à partir le lendemain, prendre la voiture, partir à Montréal, prendre le premier avion. C'est parce que j'ai pas de nouvelles. Heureusement, ma mère m'a répondu tôt le matin. Ça m'a rassuré.
possiblement qu'ils n'étaient pas en état de pouvoir te contacter non plus parce qu'avec tout ce qui se passait, il n'y avait peut-être pas de téléphone ou je ne sais pas quoi. Oui, parce qu'il y avait une panique généralisée, parce que le séisme a touché plusieurs villes au Maroc, plusieurs places, et tout le monde était dehors, plus le décalage horaire. OK. Alors, c'est la communication et aussi les réseaux étaient surchargés. Alors, tout le monde veut avoir les nouvelles de sa famille partout au monde. Alors, c'était difficile. C'est difficile de joindre quelqu'un à ce moment-là. L'attente était assez lourde. Ah oui, c'est... Mais là, est-ce qu'ils ont eu beaucoup de pertes? Est-ce qu'ils ont perdu leur maison? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes pour ta famille ou ils sont dans un secteur qui était plus... Bon, ma famille, mes proches immédiats sont à l'abri. Il n'y a aucun problème. Mais comme je viens de dire tout tantôt, tout Marocain est un membre de famille. Moi, je connais la région très bien et j'ai été souvent dans cette région-là. Je connais les gens, comment ils vivent, leur mode de vie. J'ai goûté de leur gentillesse et leur hospitalité. Ce sont comme on dit, des vrais Marocains d'origine. Là, ce sont des gens qui sont tellement gentils à tel point que ça m'a tellement touché de voir leur village sont rasés de la carte complètement. Et ça m'a cherché, ça me cherche au fond de moi. Et c'est quand la dernière fois que tu étais allé au Maroc? C'était en juin dernier. OK. Oui, au mois de juin dernier. Donc, la prochaine fois que tu vas y aller, ça ne sera plus le même paysage, là? Ce sera même le paysage, mais sûrement je vais aller rendre visite à ces gens-là, c'est sûr et certain. Aller apporter un peu de soutien, aller les voir. Eux, moi je dis qu'ils n'ont pas besoin de soutien, Elles sont des gens qui sont très, très, très résilients. Mais j'allais chercher mon soutien, mon propre soutien, parce que ça va rester en moi longtemps, cela. Et aller voir ces gens-là, ça va me faire du bien, plus que ça va leur faire du bien. Oui, c'est ça. Parce que avec les nouvelles que tu as reçues, là, ça fait déjà 2 semaines qu'il y a eu le séisme. Oui. Est-ce que tu sais comment ça se passe là-bas après 2 semaines? Oui, je suis les nouvelles jour après jour. Là, je rate aucune nouvelle. Et je suis tout le temps sur l'écran pour voir ce qui se passe. Je suis très content, il y avait une vague de solidarité qui est naturelle pour un Marocain, mais exceptionnelle pour tout le monde. Alors, tout le monde, du premier jour, il y avait des files, des kilomètres de gens qui attendent pour donner leur sang. Même le roi en personne, même s'il est malade, il a donné son sang. C'était un geste, un symbole qui nous a touchés tous. Et aussi, les forces armées royales aussi, ils ont fait le nécessaire pour arriver aux points qui sont difficiles d'accès. Des hôpitaux qui ont été fondés sur place. Et il y a des routes qui se construisent maintenant, en même temps des infrastructures. Vraiment, tout le monde a travaillé d'arrache-pied, ni les autorités locales, ni la population. Tout le monde a mis la main dans la pâte. À Montmagny, le 14 octobre prochain, se tiendra la 6e édition de la Grande Marche et Marie-Ève Lamonde de CEMA TV a rencontré les organisateurs de cet événement qui veut promouvoir les saines habitudes de vie. Nous sommes du côté du Parc Saint-Nicolas pour parler de la Grande Marche avec Jean-François Roy du service des loisirs, directeur du service des loisirs, et Frédéric Ouellette des Enfants de cœur. Jean-François, la Grande Marche cette année, ça va partir d'ici? Oui, effectivement, pour la 6e édition, on a décidé, le comité organisateur l'an passé, de changer un peu le site pour question de bénéficier des autres attraits qu'on a à la ville. Donc le départ se fera ici, le départ et l'arrivée, bien évidemment. On a changé les trajets un peu aussi, ou du moins les distances. C'est ça. Donc, il y a toujours le 5 km qui est la distance qui nous est recommandée. Et on a aussi une boucle de 2,5. Donc, les gens qui vont être ici au Parc Saint-Nicolas pourront faire 2 tours du parc. Donc, ce qui fait à peu près 2,5, 2,6 km. Et on va le faire aussi au départ, tout le monde ensemble. Puis après ça, on va emprunter le circuit qui sera, entre autres, le circuit des 3 ponts. Ça, c'est pour les gens qui veulent le faire en une fois, mais c'est possible encore de le faire en plusieurs journées. Exactement. Donc, l'objectif, c'est de le faire à son rythme, de le faire de façon avec comme on dit, c'est pas la distance, mais la fréquence qui est important. Donc, on invite les gens à le faire selon leur goût. Alors, on est ici pour parler vraiment de la journée du 14 octobre qui va se dérouler justement ici. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du déroulement? Oui, donc on invite les gens à 12h30 pour le réchauffement.
Donc, on invite les gens, là, c'est ça, aussi, ce qui est bon de spécifier, c'est que le pont va être fermé, c'est-à-dire l'accès au parc va être fermé. Donc, on invite les gens à se stationner aux alentours, de questions de sécurité à ce niveau-là. Et donc, à partir de 12h30, il y aura un petit peu un réchauffement. Puis, à 13h, on va partir là, pour la marche. Mais aussi, ce qu'on voulait faire aussi au Parc Saint-Nicolas, c'est que vu que tous les attraits qu'on a avec tous les plateaux sportifs, bien, on veut que la famille puisse soit venir plus tôt ou encore rester après la marche, donc de bénéficier des infrastructures. Donc, tu parles des plateaux. Peux-tu préciser pour les gens qui ne connaissent pas le parc? Donc, tout récemment, on a inauguré un terrain de basketball. Donc, il y a aussi 3 terrains de volleyball de plage. Pickleball, donc deux terrains de pickleball, qui est un sport en effervescence, là, qui a plein d'adeptes depuis 2 ans. Et shuffleboard, la pétanque, et puis des modules de jeu pour les enfants aussi. Les jeux d'eau seront fermés à l'occasion. Oui, rendu au 14 octobre, j'imagine. Malgré qu'on a un beau regain quand même cette année. Exactement. Donc, plein d'attraits, puis les gens aussi peuvent pique-niquer s'ils veulent sur le site. Puis habituellement, il fait toujours très beau, puis je pense que ça va être encore le cas cette année. Évidemment, quand on parle de la Grande Marche, il y a le nom de Pierre Lavoie qui nous vient en tête. Et associé à l'équipe de Pierre Lavoie, il y a les enfants de cœur. Donc, Frédéric Ouellette est avec nous aujourd'hui. Pour donner plus de détails, qu'est-ce que les enfants de cœur vont pouvoir bénéficier avec cette Grande Marche-là? Nous, on est là pour inciter les jeunes, comme les plus âgés, à venir participer à la journée de la Grande Marche. On invite les jeunes au primaire, du secondaire, aussi les personnes qui sont en CHSLD. On aimerait les attirer, les inviter à venir faire soit juste 1 kilomètre, ça sera suffisant, mais on va avoir le plus de monde possible et se positionner, encore une fois, parmi les meilleures villes au Québec là, quand on participe à la Grande Marche. L'année passée, on était à la 2e ou la 3e meilleure ville au Québec, donc je pense qu'on peut être fiers de ça. On parle de participation cette fois-ci, mais est-ce qu'on ramasse de l'argent en même temps pour la Grande Marche? Non, du tout. C'est un événement qui est totalement gratuit. Fait qu'il n'y a aucun argent là, qui est demandé à personne. C'est vraiment une activité gratuite. On va parler quand même des enfants de cœur parce que dans la dernière année, bien, ça s'est bien passé, justement. Oui, bien, on a eu quand même plusieurs activités, puis il y en a d'autres qui s'en viennent encore. On va voir le brunch d'automne qui s'en vient d'ici quelques semaines, pas quelques semaines, le lendemain de la Grande Marche. Alors, on invite tous les gens qui veulent participer. On a des billets à vendre aussi pour ça, mais ça, c'est complètement autre chose. On a eu le souper du partage qui a eu lieu, le festibiaire où on a ramassé de l'argent. Donc, vraiment, on a des belles activités, puis on a beaucoup de monde qui nous encourage là, tout au long de l'année. Vous ramassez de l'argent, mais vous redonnez beaucoup aussi. En totalité. Tout l'argent que les gens nous donnent, l'argent est remis à 100 %. Ça, c'est notre façon de faire. On n'a pas de frais. L'argent qu'on nous donne, on la remet à 100 %. Pourrais-tu nous nommer quelques-unes des réalisations des enfants de cœur cette année? Vite comme ça, on a aidé le club d'athlétisme, l'Aviron. J'en ai plein. Là, tu me prends au dépourvu. Pardon? Oui, excuse. Non, mais excuse-moi, là, mais je suis pris au dépourvu. Je reviens de vacances, ça paraît. Oui, Nicolas Saint-Pierre qu'on a aidé aussi, mais des jeunes dans les écoles, on a fourni plusieurs, encore une fois, des vélos pupitres dans certaines écoles, soit de Saint-Paul, Saint-Pierre qu'on a aidé, qu'on a donné quand même cette année 31 000 $ à l'école de Saint-Pierre avec le grand défi Pierre Lavoie. J'en passe, ça, mais on en a énormément aidé, oui. Qu'est-ce qui s'amène pour les prochains mois? On sait que le grand défi Pierre Lavoie va être modifié pour la prochaine année. Est-ce que vous avez eu des détails? Malheureusement, pas encore. J'ai essayé avec nos contacts, mais Germain n'a pas encore voulu nous donner de scoop. Donc, malheureusement, on n'a pas l'idée. Mais ça va avoir encore lieu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va être encore 5 cyclistes qui vont avoir des trajets, mais on n'en sait pas plus, malheureusement, encore pour l'instant. On a parlé du brunch. On va vous donner un petit coup de pouce, le brunch. Donc, c'est le 15 octobre, le dimanche matin. De quelle façon est-ce qu'on va chercher nos cartes? Donc, on a des cartes en vente chez Guy Thibault, on a des cartes en vente à la ville de Montmagny, chez Pneus André Ouellette, bien sûr, et au VO de Gym aussi, que vous pouvez vous procurer les cartes au coût de 25 $. De 0 à 6 ans, c'est gratuit. Donc, on a des cartes, on a 350 cartes cette année à vendre, donc c'est limité à ça, malheureusement. Ben, c'est quand même pas mal. Jean-François, je veux revenir à toi, justement, parce qu'il faut quand même s'inscrire du côté de la ville de Montmagny pour participer à la Grande Marche.
Donc, effectivement, Frédéric l'a mentionné, on est toujours une des villes les plus populaires. Donc, nos citoyens répondent rapidement. Donc, on invite à s'inscrire à onmarche.com. Donc, à ce moment-là, ça nous permet d'avoir nos statistiques. Puis les gens peuvent courir aussi la chance de gagner des manteaux, je pense, du Grand Défi. Mais c'est surtout aussi pour montrer que même si on est une petite municipalité ou une petite ville, on est capable d'avoir beaucoup de participants. Donc, l'idéal, c'est de le faire. Mais si les gens disent « Ah, je ne sais pas, mais c'est pas obligatoire de s'inscrire. Ils peuvent arriver ici la journée même et faire la marche. Donc, il n'y a pas une obligation de s'inscrire. On le recommande, mais c'est pas une obligation. Puis, ce qu'on peut mentionner aussi, c'est qu'on est accompagné, oui, des enfants de cœur, mais le groupe de médecine familiale de Montmagny et l'ASD. Donc, un beau partenariat avec plusieurs organismes. Depuis, je pense que les gens qui sont là depuis 6 ans, donc la 6e édition. Oui, on a eu une année où on n'a pas pu la faire à cause de la pandémie, mais c'est toujours un plaisir de l'organiser à cette période-ci de l'année. Et bon, puisqu'il faut poser la question, à chaque année, beau temps, mauvais temps, qu'est-ce qui se passe? Oui, beau temps, mauvais temps, c'est sûr que si jamais il y a une température qui est très, très, très ordinaire, on verra peut-être soit la déplacer ou l'annuler, mais on fait confiance là, à Dame Nature, puis je suis convaincu que cette année, ça n'a pas été une belle été en termes de température, mais je pense que l'automne, jusqu'à maintenant, ça s'annonce prometteur, puis je suis convaincu qu'il va faire beau cette journée-là. Alors, on vous invite à vous inscrire à onmarche.com pour ceux et celles qui veulent participer à la journée du 14 octobre ici pour la Grande Marche. Ou sinon, vous pouvez vous rendre tout simplement du côté du magnifique parc Saint-Nicolas. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Alors, on se retrouve le 14 octobre pour la Grande Marche. La ville de Vaudreuil-Soulanges a offert un spectacle gratuit de drag queen à ses citoyens et Chantal Le Bédard de C'est sur la télé était sur place. C'est en direct du 405 à Vaudreuil-Dorion qu'a lieu la soirée Drag Queen et Karaoké. Une soirée haute en couleurs. Oh, bonsoir! Mon Dieu, Rainbow, tu viens de Vaudreuil, ma chum, hein? Comment qu'on dit? Rainbow. Rainbow. Rainbow, l'arc-en-ciel. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits scoops? Eh mon Dieu, ben moi, je suis votre fière représentante du 450, donc tous mes choix de chansons sont du 450. On va jouer à la fureur, on va écouter Shania Twain, on va aller dans les grands classiques là, du etc. de Gabriel et Trois Maisons, bref, que des tunes de party. Puis, je m'assure aussi quand je suis en spectacle que toutes les tranches d'âge soient touchées un peu, qui vont au moins connaître une chanson. C'est un combo de tout. Vous allez chanter, vous allez rire, vous allez danser, vous allez être choqués. D'après moi, il y a une couple de petites permanentes à soir qui vont se friser un peu plus. Un spectacle de drag queen karaoké, c'est une première pour Vaudreuil-Dorion? Je pense bien que oui. C'est une idée qui germait depuis quelques années d'avoir des drags au 405. Donc, très contente que ça se passe ce soir. Pourquoi vous aimez ça voir les drag queens? C'est parce que leur talent, leurs idées, leur comportement, j'adore ça. On habite dans le coin, puis on est en train de remarquer qu'il y a comme un boom culturel dans le coin, puis on était comme surpris de voir un show de drag queen. Bien, la beauté de ces gens-là, de voir que c'est beau, ils sont bien maquillés, ils sont gracieux, malgré que c'est des hommes. Bien, parce que j'adore le drag, c'est une super bonne forme d'art, puis je veux supporter mes drag queens locales. Je pense que c'est de rendre aussi l'art du drag accessible, d'avoir un spectacle gratuit de drag au 405 en fin d'été. Comme ça permet à tous les citoyens qui connaissent ça de participer, mais aussi à ceux qui seraient peut-être moins au courant de comment ça se passe, qui sont plus ouverts, de venir participer puis de voir à leur tour ces spectacles-là. Fait que là, vous êtes toute une bande d'amis. On est toute une bande de fous. Une bande de fous venir voir un show de drag queen. Les fous de la drague. Ah oui? On adore ça. Qu'est-ce que ça veut dire, fou de la drague? Fou de la drague, c'est se maquiller, c'est amplifier. Toute la patente. Puis on s'amuse. Showtime. Showtime.
Marc Després de Télémétis discute avec Gitane Michaud, qui est la mairesse du village de Les-Hauteurs, là où un buste en l'honneur de l'homme fort Jean-François Caron a été dévoilé. Alors, Madame Michaud, donc, on s'est vu il y a 1 an, on inaugurait le complexe sportif Jean-François Caron. Et là, cette année, bien, on complète cet hommage avec une belle œuvre. Oui, l'an passé, c'était prévu qu'on fasse faire une œuvre d'art. C'était juste comme trop rapide. On n'a pas le choix d'aller avec les disponibilités de Jean-François. Puis, c'était comme trop rapide le délai. Donc, on avait dit, bien, ça sera fait ultérieurement, probablement l'an prochain, qui nous tombe là en 2023. Et aujourd'hui, donc, bon, Jean-François ne pouvait pas être présent physiquement. Par contre, il était là quand même par Internet. Donc, c'était quand même important de l'avoir présent de cette façon. Oui, il a annulé malheureusement dernière minute ce matin, comme il nous l'expliquait tout à l'heure. Puis, ben, je tenais quand même à lui offrir. Est-ce qu'on pourrait faire en vidéo? Là, il était vraiment très heureux. Puis, tout de suite, ça a été un oui. Puis, dis-moi quand tu vas être prêt. Puis, il est toujours très, très dynamique puis très ouvert à plein de possibilités, là. Et à ce moment-là, donc, c'était important pour les auteurs là, de réaliser cette œuvre? Oui, vraiment. Ça représente... On est fiers de Jean-François. Il n'a jamais été gêné de dire qu'il venait d'un petit village qui se nomme Les-Hauteurs dans le secteur de Rimouski. Il est fier de faire partie de l'histoire de Les-Hauteurs. Puis nous, on est fiers aussi comme représentants municipaux. Puis les citoyens, on le sent. On a juste à regarder le nombre de personnes qui étaient présents ce soir pour l'événement. On le sent très bien que la population est fière de lui. Donc, ça n'a pas été dur de convaincre l'entourage et le conseil municipal d'y aller de cet élément de distinction? Non, mettons que M. Langevin, il est... Je ne sais pas si vous l'avez interviewé, mais il est très volubile, il décrit bien ses œuvres, il est très bon vendeur. Le conseil a approuvé tout de suite l'achat de l'œuvre d'art. Et à ce moment-là, comment vous en êtes arrivé à faire le choix de M. Langevin? C'est un hasard. J'en avais parlé à une de mes cousines. J'ai dit, tu ne connaîtrais pas quelqu'un? Ah, elle dit, je m'occupe d'une résidente. Puis c'est Jeanne-Mance Gagnon, ma cousine en passant. Puis c'était la femme de M. Langevin. Elle restait dans un CHSLD. Puis l'histoire qui comptait tout à l'heure, la belle dame qui attache son tablier, c'était Jeanne-Mance. Puis elle lui parle de Jean-François Caron, puis tout ça. Il est tombé en amour avec le personnage de Jean-François Caron. Puis... là, plein d'idées lui sont venues. Donc, c'est comme ça qu'il a décidé de nous contacter pour nous offrir une œuvre d'art. Donc, c'est une belle histoire, quoi. Oui, vraiment une belle histoire. Ça fait du bien à l'occasion d'avoir des histoires qui se terminent bien. Bien, effectivement, et d'avoir donc ces personnalités qui s'impliquent et Jean-François, donc, que l'on commémore, c'est vraiment une belle façon de commémorer sa carrière. Oui, vraiment. Là, tu sais, l'an passé, on sait qu'il lui est arrivé un gros accident. Puis, tu sais, encore là, il nous a surpris par sa persévérance, puis sa ténacité. Puis, ça fait qu'on est encore juste plus fiers de lui. Et bon, d'ici le moment où les gens vont probablement voir l'entrevue, si ça va bien, il va venir faire son tour dans les prochains jours. Donc, vous comptez être présent? Oui, je lui ai demandé d'envoyer un petit message sur le Facebook de la municipalité pour que les citoyens qui veulent prendre des photos avec lui puissent être présents. Donc oui. On les invite. Oui, c'est ça. Puis je vais être présente là, si c'est possible. Oui. Bien, merci beaucoup. Et puis, donc, félicitations pour ce bel exemple de courage. Merci. Merci à vous beaucoup. Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie rencontre le chanteur Joseph Stéphane qui soulignait récemment son 40e anniversaire professionnel. Bonjour à la télé Haute-Gaspésie. Cette semaine, on reçoit Joseph Stéphane, qui est une figure musicale de notre région. Bonjour Joseph, comment Allô? ça va? Bien, ça va bien, ça va bien. Joseph, on va aller tout de suite au but, droit au but. 40 ans de carrière que tu as fêté à la Maison de la Culture à Saint-Anne-des-Monts avec les gens qui étaient présents le 9 septembre dernier. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Bien, un événement magique pour moi. Je devais faire cet événement-là, évidemment, puisque c'est ça, c'est 40 ans de carrière.
qu'il fallait souligner. Et c'est ça, on a fait un survol de tout ce que j'ai, enfin tout ou presque, ce que j'ai pu chanter. 36 chansons ouais, quand même. Quand même, des années 80, ben même 70, j'ai reculé jusqu'en 1970 à 2023. Et c'est ça, on a chanté les hits, les chansons que les gens aimaient aussi, là, et tout ça. Un beau survol de carrière, quand même. Je pense que les gens te connaissent beaucoup quand même au Québec comme chanteur country. Oui. Tu as eu des hits, il y a des 11 albums, quand même, tu n'as pas chômé pendant 40 ans. Non, j'ai roulé ma bosse. Puis je l'ai bien roulé aussi. Je pense que aujourd'hui, je récolte ce que j'ai semé. Puis je suis bien content de ça aussi. Ça, c'est le fun. Ouais, puis en plus, cette soirée-là, on t'a honoré. Ben oui, j'ai eu une belle plaque, une belle lettre du député de Gaspé. C'est ça, pour souligner mes 40 ans de carrière. Un beau cadeau, ça fait plaisir. Une petite tape sur l'épaule qui dit, ben continue, puis... Pas pour 40 autres années, mais peut-être un 20. Oui, puis les gens ne le savent pas, mais tu es un artiste dans à peu près toutes sortes de choses parce que tu as même fait de la mode, tu as joué dans Elvis Story, tu as fait les costumes. Tu sais, c'est quand même des choses très importantes au niveau de ta carrière. Oui, beaucoup, parce que c'est ça, moi, ça m'a servi aussi. Tout ça est un tout pour moi. Et à cette soirée-là, justement... Tu as chanté 36 chansons, c'est très bien, qui venaient de tes 11 albums et un peu pour faire le tour de ta carrière. Mais j'aimerais ça qu'on puisse en écouter un extrait parce qu'il y a une chanson en particulier qui a été choisie. C'est I Kiss You. I Kiss You. Et là, ça représente quoi dans ta vie de ben, c'est une belle chanson. C'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'un beau moment de vie amoureuse qu'on aime écouter à la radio, dans son auto. Et c'est ça. C'est une chanson avec laquelle j'ai connu un beau succès aussi partout au Québec, mais au Canada aussi. Oui, c'est ça. On l'écoute. Merci. Quand je te vois si belle, mon cœur s'enflamme de passion. Quand j'embrasse tes lèvres, mon corps a plein de papillons. Tu as refait qui je suis, et le bonheur m'a souri. I kiss you because you're mine. La vie est là qui nous appelle. I kiss you, it's good inside. Surtout n'oublie pas que je t'aime. Super bel extrait, hein? Oui. C'est des beaux souvenirs. Une belle chanson, oui. Beaucoup. Puis, il y a du nouveau qui s'en vient parce que, justement, tu avais le lancement de ton nouvel album à travers ça. Puis, une chanson qui s'appelle Hello ma prairie. Oui, qui est une chanson, une reprise d'un idole que je chantais quand j'étais jeune, Marcel Martel. Okay. Et c'est ça, j'avais envie de reprendre cette chanson-là. Puis, très belle, de très beaux arrangements musicaux aussi, que Fred Parent a travaillé là-dessus et qui a fait. C'est vraiment une belle réalisation. Ah oui, c'est ça. Fred est très, très bon là-dedans, les arrangements musicaux. Là. Ça vaut la peine, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est disponible sur toutes les plateformes. Hein? Oui, un peu si partout. les gens veulent acheter tes disques ou ils peuvent, oui, sur les plateformes numériques, mais ils peuvent aussi communiquer avec moi de Gaspé Productions. Là, on va juste aller taper sur Google, puis ils vont arriver à moi, ou sur Facebook, Joseph Stéphane. Venez me parler, puis je pourrai vous... T'es tellement gentil, c'est sûr que les gens vont vouloir te parler. Bien, j'espère. On te remercie beaucoup, Joseph Stéphane, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Toujours heureux de vous recevoir. Merci. Merci. La Ligue de hockey senior élite du Québec, qui regroupe 11 équipes, entreprend cette semaine ses activités. Et Gilles Comeau de CTB TV a rencontré les entraîneurs des Loups de Saint-Gabriel qui vont tenter cette année de conserver leur titre de champion de la Ligue. Je suis actuellement avec Pierre Bolduc, qui est entraîneur adjoint de l'équipe des Loups Saint-Gabriel, qui font partie de la Ligue de hockey senior élite. Alors, Pierre, peux-tu nous parler de la Ligue, pour commencer, de l'expansion? Oui, on est une Ligue qui est comparable au Senior 2A. Dans le fond, Québec, de la Ligue nord-américaine, Senior 3A, puis après ça, nous, dans la Ligue Senior Élite,
Cette année, 4 nouvelles expansions. On est rendu avec 11 équipes dans la Ligue. On joue justement contre une équipe d'expansion aujourd'hui pour notre partie d'ouverture contre Saint-Roch. Il y a aussi Montréal, Bedford et Mercier qui ont joint notre ligue. C'est vraiment une belle ligue senior avec beaucoup de parité dans la ligue. C'est vraiment le fun comme niveau. Et on a des équipes qui sont quand même assez éloignées de nous, comme Waterloo, Saint-Adèle. Oui, exact. Il y a Waterloo, Saint-Adèle, c'est un peu plus loin. Contrecœur aussi, puis tout ça. Mercier, c'est un petit peu loin aussi. Donc, on est un peu plus éloigné que les autres clubs ici à Saint-Gabriel, mais quand même, on joue vraiment du gros hockey. Puis les joueurs se sont investis côté présence avec nous. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun. Nous aussi, on a vraiment une belle équipe ici à Saint-Gabriel. Maintenant, à Saint-Gabriel, naturellement, nos Loups, ils ont gagné justement le championnat de la Ligue de l'année dernière. Alors, on peut vous montrer justement la coupe. C'est réellement une coupe qui est pour les gens qui sont de toute la Ligue de hockey. Ça équivaut presque à la Coupe Stanley pour nous. Oui, exact. Ben oui. Effectivement. Puis, ça faisait quand même plusieurs années qu'on ne l'avait pas gagné à cause justement des années où il y avait la pandémie. Il n'y avait pas de hockey senior au Québec. Fait que ça a vraiment été une première coupe pour nous depuis la pandémie. Donc, c'était vraiment le fun. Puis, on avait vraiment une bonne équipe. Puis, on a découvert beaucoup de chimie d'équipe après les fêtes. Juste avant les séries éliminatoires, puis ça s'est transposé pendant les séries. On était presque rendu imbattable rendu là. Fait que c'est vraiment une belle expérience. Je te remercie beaucoup et puis souhaiter une bonne chance encore pour cette année. Merci beaucoup. J'ai avec moi M. Rémi Harrison, qui est l'entraîneur-chef des Loups de Saint-Gabriel. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, moi, j'aimerais ça d'abord connaître comment un entraîneur se sent qui a fait sa première année puis qui gagne déjà la Coupe. Ah, ben, c'est le sport, c'est la game. On va mettre ça un peu sur peut-être le facteur chance aussi. Il y en a tout le temps un peu, mais on avait vraiment une belle gang, une belle équipe. Des petits gars déterminés, tu sais, puis c'est ce qui a fait qu'on a connu beaucoup de succès. Puis à un moment donné, c'est ça, l'engagement, là, on prend le dessus, puis tout ça, ben c'est, comme j'ai dit souvent l'an passé avec PLPD, on va faire des petits, ben c'était l'expression, c'était ça que ça voulait dire, c'était que les joueurs vont aimer ça venir à Saint-Gab, on va créer un lien d'appartenance, puis qui était déjà présent, mais que éventuellement, là, de bouche à oreille, ça va faire exactement ce que je dis des petits, puis c'est ça qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à créer un groupe qui était vraiment extraordinaire, puis ça a fait des choses extraordinaires. Comment trouvez-vous la Ligue de hockey senior élite? Parce que je sais que vous avez déjà joué dans des équipes de seniors aussi. Oui, bien, c'est un maudit beau calibre, pour vrai, honnêtement. J'ai été surpris, puis comparativement aux autres années avant, là, sans rien discréditer, c'est que là, il y a beaucoup de qualité, là, puis la vitesse, puis la jeunesse surtout. C'est que là, éventuellement, là, c'est qu'il y en a qui s'aperçoivent que le senior 3A, la Ligue nord-américaine, c'est beaucoup de voyagement, beaucoup d'engagement. Ici, ce qu'on demande un peu moins, c'est sûr, il n'y a pas d'entraînement, ces choses-là. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de joueurs là, qui veulent continuer à jouer, qui sont devenus parents, puis ces choses-là en plus dans la vie de tous les jours, ou un travail à temps plein, que la Ligue est parfaite pour eux. Fait que, mais honnêtement, puis je pense que cette année, ça va prendre encore un autre gap. Là. Le monde va être surpris parce que si on parle juste du match final l'an passé, c'est un match là, que, sans qu'il y ait de débordement de violence, c'était tout qu'un match de hockey. C'est physique, puis intense, vitesse. Fait que je pense que la Ligue a fait juste prendre du mieux dans ce sens-là. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est d'avoir une autre coupe. Oui. Et puis avec des bons joueurs, la plupart des joueurs de l'année passée qui reviennent aussi. Oui, on a pas mal de 3 quarts, je dirais, là, mais c'est sûr qu'il y en a pour les études, ces choses-là, on a dû se séparer malheureusement, là, mais voyager Québec puis Saint-Gabriel, des fois, c'est pas trop évident, mais il s'est rajouté d'autres joueurs, puis qui c'est désagréable surprise encore. On a fait des petits. Ça fonctionne, notre affaire. Fait que non, c'est ça. Fait que les gars, ils ont le goût de venir, puis les partisans vont être surpris là, de la qualité des gars qui ont décidé de tenter l'aventure avec les Loups. Bien, merci beaucoup, et puis on vous souhaite bonne chance pour cette année. Bien, merci à vous. Dave Morissette, Anne-Renée Desbiens, Stéphane Quintal et plusieurs autres, dont Youpi, était de passage à Baie-Saint-Paul pour l'inauguration de l'aréna fraîchement rénovée au coût de 6,5 millions de dollars. Un reportage de Lydia Duchesne de TVCO.
La ville de Baie-Saint-Paul inaugurait les nouvelles installations sportives de l'Aréna Luc et Marie-Claude le 23 septembre dernier et présentait pour l'occasion un match amical opposant les anciens Canadiens de Montréal à la formation locale de Hyundai Jean-Roch Thibault. C'est un projet qui déjà se trame, si on peut dire ça comme ça, depuis plusieurs années. Un projet qui est porteur pour la région. Il y a eu plusieurs demandes de financement au palier fédéral, au palier provincial, à la MRC. Et on travaillait là, pour célébrer ça en grande pompe. Un aréna, le dernier datait de 1974. Donc aujourd'hui, d'en avoir un à la fine pointe de la technologie où on n'a plus rien à envier là, aux autres municipalités du Québec. Donc on voulait préparer là, un spectacle en grande pompe là, qui aujourd'hui en mettra plein la vue. Une foule record était au rendez-vous pour cette journée festive au cours de laquelle plusieurs activités étaient organisées. On avait au-dessus de 80 bénévoles, donc c'est pas rien une grosse logistique. Marie-Hélène Turcotte, Sylvie Villeneuve, puis Isabelle Tremblay, coup de chapeau incroyable. Donc, si j'avais pas eu ces femmes-là, mais une équipe de hockey, ça se gagne pas tout seul. Hein. C'est pas, moi, c'est sûr, je suis en avant devant vous, mais il y a une grosse équipe de bénévoles en arrière de ça. Donc, je suis fier, puis je pense que M. le maire... On a soupé hier soir avec, puis il était très satisfait. Je pense que la population, tantôt aussi au tailgate, ça va être un moment de s'approprier les joueurs, puis de vivre de beaux souvenirs. On va faire signer des autographes, donc je pense on va avoir immortalisé, on va dire, 45 ans plus tard, la nouvelle aréna de façon convenable. Les festivités ont débuté avec le dévoilement de l'œuvre « S'élancer » de l'artiste Hélène Rochette. Une œuvre sculpturale dont les courbes et les textures expriment la grande maîtrise développée par les athlètes pratiquant les sports de glace, ainsi qu'un clin d'œil aux arbres et aux milieux naturels de la région. Étaient présents tous les dignitaires et partenaires principaux de la campagne de collecte de fonds, comme Simard Suspension et la Caisse des Jardins du Fleuve et des Montagnes. C'était beaucoup d'organisations, mais j'avais vraiment un bon comité qui travaillait avec moi. Cette année, j'ai fait ça différent un peu parce que ça me stressait tout le temps. Avant le match, les billets vendus parce que je voulais que l'aréna soit pleine. Puis en donnant les billets aux patentistiques puis au hockey mineur, puis ils sont occupés de toute la vente des billets. Ça a été super, vraiment. La foule était incroyable. Puis il y a plein de joueurs qui se sont déplacés dans la région aussi. C'est vraiment un franc succès. Sous la direction de Stéphane Quintal, les anciens Canadiens ont fait fureur, tant sur la glace que sous la tente, lors de la séance de signature. Ils ont eux-mêmes eu beaucoup de plaisir à se retrouver pour ce match spécial. Un, de porter le chandail. Deux, de revoir des gars de hockey, d'avoir des discussions de chambre de hockey, les mêmes jokes. Mais c'est le traitement aussi qu'on reçoit. Un, c'est toujours un privilège de pouvoir embarquer sur la patinoire, d'être capable encore de patiner à mon âge, de porter le chandail du Canadien. C'est toujours un privilège. Sérieusement, la grande famille du Canadien, mais de retrouver... C'est drôle, hein? Tu sais, Derek Brassard n'a pas joué dans mes années, mais on jase ensemble. Puis on se retrouve à quelque part, il y a une connexion. Fait que c'est le fun de pouvoir échanger ensemble. Il y a des gars, tu sais, il y a des gars comme Stéphane Quintal, ça fait 20 ans, qui ont pris leur retraite. T'as Derek Brassard qui arrête cette année. David Desharnais, pour lui aussi, là, c'est un premier match des anciens. Je l'agaçais tantôt, mais j'ai dit, regarde, tu réalises ton rêve de jouer un match des anciens Canadiens aujourd'hui. Mais non, c'est un privilège de pouvoir faire ça. Mais de se retrouver ensemble, tu as raison, que c'est un peu unique. On reste des enfants toute notre vie. Les plus vieux ont pu revivre les belles années du hockey et les plus jeunes s'inspirer des athlètes présents. Il y a peut-être un jeune aujourd'hui qui va rencontrer, que ce soit Stéphane Quintal ou Max Talbot ou Derek Brassard, qui va dire hey, moi, je peux me rendre comme lui dans la Ligue nationale. Mais ouais, c'est le fun de voir les jeunes. Puis c'est juste ce qu'on faisait sur la patinoire. Moi, je me revois à cet âge-là aussi. D'embarquer avec des gars de la Ligue nationale puis d'avoir des modèles. Puis il y en a des beaux modèles de Québécois qui ont dû travailler. C'est pas tout le monde qui est un premier choix puis qui l'a eu facile dans sa vie. Il y a des gars qui ont dû bûcher, puis on a plusieurs exemples sur la patinoire. Les joueurs locaux de la formation Hyundai Jean-Roch Thibault en gardent quant à eux une expérience mémorable. L'aréna, on la fréquente depuis qu'on est né quasiment, puis là, c'est le fun de venir vivre un moment avec des gars qu'on a vus à la télévision toute notre jeunesse dans notre nouvelle aréna neuve. Fait que c'est vraiment un moment spécial. Comment les gars dans la chambre? Moi, je dirais bien se mettre pour vrai. Des gars de même, là, nous autres, on est des paysans, là, on vient de campagne, puis ils nous jasent comme si on était des grands chums, puis ils nous intègrent comme si on était dans l'équipe. Ben, le jeu est rapide, puis les gars, ils ont de l'expérience. Les gars, ils ont tout le temps la tête levée, puis ils voient le jeu, puis t'arrives, puis t'as pas à t'inquiéter. Si t'es bien placé, tu vas l'avoir, c'est sûr, direct sur la palette.
La gardienne de but charlevoisienne Anne-Renée Desbiens, heureuse de ce passage à la maison, a de toute évidence conquis à la fois son public et les joueurs de l'équipe adverse. Oui, c'est toujours une belle expérience. Je suis contente de revenir à la maison, de jouer devant vraiment parents, famille, amis. Il y a beaucoup des gens que je connais personnellement. Si moi, je les connais pas, ils connaissent mes parents, ma famille. Puis Anne-Renée, je vous le dis, elle est bonne. C'est pas à cause qu'on y va pas facile dessus, puis on lui donne pas de chance, là. Parce que c'est une fille, elle est vraiment bonne. Puis je pense qu'elle est motivée aussi à jouer devant ses partisans, puis c'est sa famille. Le projet de mise aux normes de l'Aréna Luc et Marie-Claude est une action inscrite au plan de développement durable 2017-2022 de la ville de Baie-Saint-Paul. Il a nécessité un budget de 6,5 millions en provenance de différentes sources, soit du ministère de l'Éducation, dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, du gouvernement du Canada dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, de la MRC de Charlevoix à même le fonds du parc éolien Rivière-du-Moulin et de la ville de Baie-Saint-Paul. De plus, la campagne Je donne pour l'Aréna, présidée par Sébastien Thibault, a permis de créer un fonds d'animation dédié aux organismes sportifs locaux tels le hockey mineur de Charlevoix et le club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul. Et on a fait une campagne là, de levée de fonds public là, où on avait un objectif de 600 000 qui a été atteint par la vente de bancs là, symboliques, là, comme à l'image là, au Colisée là, de J'ai ma place. On a vendu également sur les bandes là, symboliquement également pour les commanditaires. Il y a le nom de l'aréna également là, qui est l'aréna Luc et Marie-Claude, présenté par Simard Suspension. Il y a Desjardins. Donc, une belle campagne pour la population. Et aujourd'hui, avec les anciens Canadiens de Montréal qui seront présents, il y avait la possibilité d'assister au match qui aura lieu là, cet après-midi, où on a plus de 1000 billets là, qui ont été vendus. L'agrandissement et la réfection des installations de l'Aréna de Baie-Saint-Paul viennent non seulement répondre aux besoins des sportifs de la communauté locale, mais contribuera aussi à accueillir des événements de plus grande envergure, autant sportifs que culturels. Un aréna, c'est un équipement en même temps qui fait rayonner la ville. Hein? Et oui, on en parle beaucoup au niveau sportif, que ce soit le patin artistique, que ce soit le hockey, mais en saison estivale, il va pouvoir y avoir des spectacles. Il y a différents organismes qui peuvent louer l'aréna également. En matière de culture, on a une œuvre d'art là, qui est tout simplement magnifique. Donc l'aréna, je crois que c'est la vitalité d'une municipalité. Là, ça contribue là, très fortement. Les groupes scolaires vont pouvoir venir. Donc c'est vraiment pour toute la famille. Et c'est une infrastructure qu'on est bien fiers là, pour que, encore une fois, là, on puisse pratiquer le sport. Ça a été la maison aussi pour moi, parce qu'avec les Rorcals, on jouait, j'ai vu qu'il y a le logo des Rorcals au mur. Je vais être honnête, je suis un petit peu perdue au début. Je suis habituée aux deux anciens couloirs, c'est tout ce qu'il y avait. Ça passait pas entre, il y avait pas... Fait que là, j'étais arrivée, d'habitude, j'étais comme, ouh, je suis confortable chez nous. Là, j'étais comme, je sais où que je m'en vais. Mais c'est vraiment beau, puis je pense que ça a fait du bien, puis ça fait un environnement un peu plus chaleureux. Tu te sens bienvenue quand tu viens ici, surtout dans le lobby, c'est clair, c'est le fun. L'importance du maintien et de la promotion des saines habitudes de vie pour une bonne santé physique et mentale ont maintes fois été soulignés par les représentants politiques lors de l'inauguration. Quand un jeune fait du sport, qui s'épanouit, puis qu'il y a une structure aussi à travers ça, tu sais, on parlait de ça hier au match de golf hier, quand les gens, avec Stéphane en montant en auto, quand les jeunes ont une structure dans un cadre, bien, ils vont plus loin en général dans la vie. Puis ça leur amène d'autres rêves aussi à travers ça, donc c'est de donner au suivant. Et comme l'a si bien dit la députée Caroline Desbiens, l'Aréna Luc et Marie-Claude pourra ainsi continuer encore longtemps d'être ce lieu d'appartenance rassembleur de la communauté depuis plusieurs générations. C'est tout pour le Bulletin des régions. Je remercie toutes les stations communautaires autonomes associées à Cogeco qui ont participé à sa réalisation et je vous dis à la prochaine.